Ravi de vous retrouver, chers apprenants. J'espère que vous avez fini de prendre votre petit déjeuner, qu'il a été copieux, qu'il a été succulent, ou bien vous avez déjà pris votre bol de fondé, votre bol de tchakiri, ou bien de latcheri hako, pourquoi pas. En tout cas, si c'est déjà fait, restez avec nous le temps de digestion. Nous allons vous accompagner pour démarrer cette journée en beauté. J'espère aussi que le menu a été très riche pour vous. En tout cas, rassurez-vous, dans la salle des profs de la télévision Futurs Médias, le menu sera riche, le menu sera copieux. On aura du français, des mathématiques, d'électrotechnique, mais aussi d'espagnol, docteur Massamba. Oui, oui, aujourd'hui, nous allons rester et visiter les langues latines. Les langues latines sont des langues voisines. Donc, nous avons le français, le roumain, le catalan, le portugais et l'espagnol, donc l'italien, qui sont des langues latines. Aujourd'hui, nous allons visiter une des langues les plus parlées au monde, une des langues les plus parlées au niveau de la population qui la pratique. Nous allons aussi continuer le cours d'électrotechnique, mais nous allons aussi, pour l'inspecteur, achever un parcours pédagogique coupé en séquences didactiques. Nous allons achever ce parcours parce que, je le dis, nous avons ouvert les classes. Chers élèves de CP, de C1, C2, on a reçu toutes les plaintes. Et comme vous êtes des patrons, nous allons jusqu'au 4 mai avec vous ouvrir les classes donc du CM2, de CM1, C2, CM1, tout comme nous allons aussi ouvrir les classes du collège, les autres classes des lycées. Chers collègues, il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les niveaux. Je remercie vraiment tous les collègues. Vraiment, chers collègues, du fond du cœur, merci. Déjà, nos responsables syndicaux ont montré un élan extrêmement puissant en allant participer à la lutte contre le Covid-19, en contribuant financièrement. Je voudrais remercier ici tous ces secrétaires généraux de syndicats qui se battent matin au soir pour notre confort professionnel. Du fond du cœur, merci pour cet appui financier. N'hésitez pas aussi à nous recommander les meilleurs professeurs disponibles sur Dakar. Les autres ne sont pas disponibles, mais les meilleurs professeurs, quand je le dis, c'est ceux qui sont disponibles parce que tous les professeurs certainement et maîtres d'école sont bons à partir du moment où ils sont qualifiés par l'État du Sénégal. En tout cas, merci beaucoup. Vous l'avez dit tantôt, les classes sont ouvertes. Maintenant, l'inspecteur n'est plus là seulement pour les classes de CM1, CM2. Inspecteur, vous êtes là aussi pour les autres classes. Voilà, pour les autres classes du CI au CM2. Et comme le dit le docteur, les enfants sont rois. Et même si de la petite section à la grande, vous demandez, on pourra faire venir ici les enseignantes et les enseignants du préscolaire, pourquoi pas. Et le maître mot, c'est que les classes sont ouvertes. Pourquoi pas pour les maternelles, pour la maternelle, pour les tout petits. Moi, je pense que je pourrais bien jouer ce rôle-là. Mais oui, on verra. J'ai même reçu des propositions de collègues de PS, des professeurs d'éducation artistique, d'éducation musicale, d'éducation artistique. Et nous rappelons que voilà, la direction de la formation et de la communication, nous disons depuis le début, nous accompagne, et les structures nous accompagnent. Nous sommes très heureux et très rassurés parce que plus que vous allez nous accompagner, plus nous allons être performants dans les contenus et dans le format. Donc merci au ministère de l'Éducation nationale, merci au ministère en charge de l'apprentissage, merci à tous les partenaires de l'Éducation nationale, préscolaire, tous les niveaux, à l'Institut islamique aussi. Les élèves d'arabe qui sont arabophones, oui, nous sommes avec vous et vos professeurs nous ont contactés. Nous allons programmer tout le monde dès qu'ils seront disponibles. Merci beaucoup, docteur Massamba. Alors ce matin, pour démarrer, comme tous les jours, c'est d'abord l'école primaire, inspecteur. Voilà, c'est ça, et nous en profitons pour aller jusqu'à Kagnobon, saluer Karamba Sonko. Merci. Qui nous a appelés depuis ce matin. Depuis Kagnobon, c'est un peu loin. Et à l'inspecteur Cheikh Anta Koli, qui est de Baïla, et qui est aussi au niveau de cette belle région de la Casamance. Voilà donc, les rois ont appelé. Qui ont-ils appelé? Le serviteur. Et qui c'est le serviteur? Non, c'est pas moi. C'est le docteur Massamba. Exactement. Moi, je ne sais jamais. Kon xalé yi lu ngeen bëgg yalla nay jàmm parce que lu ngeen bëgg docteur Massamba da fay dox ci loolu. Exactement. Voilà. Donc C2 et là nous sommes dans l'étape. Quand on dit C2, c'est C1 et C2. D'accord? Donc disons étape 2, niveau 1 et 2. Et ce que nous allons faire, c'est commencer par la résolution de problèmes. Pourquoi résolution de problèmes? Vous le savez aussi bien que moi parce que on dit que c'est difficile. Mais ça ne l'est pas du tout.
Pour construire sa maison, Ndiogo Anne a acheté à la quincaillerie les matériaux suivants. 5 tonnes de ciment à 65 000 francs la tonne, 15 barres de fer à 4 500 francs l'une, 4 paquets de tôle à 50 000 francs le paquet. Consigne. Trouve les questions que l'on peut poser et note-les sur ton cahier. Ce cahier-là que tu as devant toi. Et si tu ne l'as pas, ouvre vite ton sac et sors le cahier. Voilà donc, chers petits du C1, C2, ce qu'il faut faire, si vous avez suivi avec vos grands frères, il faut d'abord identifier les données. Et je rappelle que la résolution de problèmes se fait depuis le CI, du CI au CM2. À part du CI, on est dans la résolution de problèmes. Là, nous sommes au niveau C2. Qu'est-ce que Ndiogo a acheté? C'est ça. Les matériaux suivants. 5 tonnes de ciment. Que représente 5? C'est le nombre de tonnes. Et que représente 65 000 francs? C'est le prix d'une tonne. D'accord? Qu'est-ce qu'il a encore acheté? Est-ce que c'est ça seulement? Non. Qu'est-ce qu'il a encore acheté? D'accord. 15 barres de fer à 4 500 francs. Est-ce que c'est toutes les barres qui ont coûté 4 500 francs? Non. Qu'est-ce qu'il nous le montre ici? L'une. Parce que ça veut dire que chaque barre de fer a coûté 4 500 francs. Qu'est-ce qu'il a encore acheté? Oui. Fatima? 4 paquets de tôle à 50 000 francs le paquet. On n'a pas dit les paquets. Le paquet. Singulier. Donc, c'est chaque paquet qui coûte 50 000 francs. Combien de fois il va donner 50 000? Combien de fois? 4 fois. Un paquet, un 50 000. 2 paquets, deuxième 50 000. 3 paquets, troisième 50 000. Et 4 paquets, quatrième 50 000. Quelle opération il faudra faire? Une addition, oui, c'est possible. Et c'est très juste d'ailleurs. Voilà, pour une multiplication aussi. Oui, parce que, tout simplement, parce que même dans ce que vous avez dit, il donne 50 000 francs. Combien de fois? 4 fois. Et vous avez fois. Maintenant, on n'est pas encore dans la résolution de ce problème. Ce que je vous demande, c'est de trouver les questions que l'on peut poser pour ce problème. Parce qu'il n'y a pas de questions. Maintenant, c'est à vous de trouver les questions que l'on peut poser pour cet énoncé. Je ne vais pas vous en dire plus. Vous pouvez, dès maintenant, parce que c'est vous qui avez demandé qu'on vous y mette, allez vite dans un coin et répertorier les questions possibles pour cet énoncé. Je ne dirai pas ce problème parce que ce n'est pas un problème du tout. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est... On ne va pas effacer, on va laisser le temps de revenir. J'espère que vous avez pris bonne note. Et comme aujourd'hui, et comme toujours, le temps nous est compté, on va faire un petit déplacement et vous servir au même titre que vos grands frères. Et nous allons vous aider à faire, vous aussi, des textes. Oui. Mais avant cela, on vous propose l'autre exercice de mathématiques. Vous aurez beaucoup de travail cette semaine. 2 enfants, Moussa et Kabous, se partagent un fromage pesant 690 grammes. Kabous, le plus jeune, a 230 grammes de plus que Moussa. Consigne, calculez la part de chacun et rédigez votre réponse de 3 manières. Si c'était seulement calculer la part de chacun, c'était possible. Et là, je signale, j'appelle les élèves du CM1
Et vous, élèves de C2, allez concurrencer. D'accord? J'installe une petite polémique dans la maison. Papa, maman, appelez l'enfant du CM1 là et mettez-le avec l'élève du C2. Hein? Et toi du CM2, tu vas arbitrer. Non, 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 faut pas faire. C'est pas pour ton niveau. D'accord? Deux enfants, Moussa et Kabous se partagent un fromage ou un gâteau pesant 690 grammes. Kabous, le plus jeune, a 230 grammes de plus que Moussa. Regardez bien. Si vous divisez 690 par 3, vous allez trouver normalement 230 grammes. Et ça, vous pouvez avoir une réponse, une façon de calculer. Vous pouvez dire que Moussa a et Kabous a, et vous êtes, voilà. Vous pouvez aussi dire que Moussa a la moitié de, ou Kabous a le double de, etc. Bon, certains diront que tu es en train de faire le problème. Oui, évidemment. Mais puisque vous venez d'arriver, donc, calculez la part de chacun. Vous faites d'abord l'opération, vous trouvez ce qu'il faut faire, vous allez rédiger 3 façons différentes de la façon dont vous l'avez résolu. Et vous notez ça quelque part et vous envoyez ça au numéro WhatsApp qui s'affiche à l'écran. Maintenant, pour vous aider à faire des phrases, on va voir comment amplifier une phrase. Inspecteur, pourquoi est-ce que vous avez barré? Oui, parce que là, je devais avoir article, plus nom commun, plus verbe, plus nom commun, plus adjectif. Et ça, après, je vais laisser ça aux parents qui vont donner ça aux enfants, qui vont se baser sur ça pour pouvoir faire une phrase. Par exemple, je peux avoir ici mon. Je peux mettre ici adjectif, mais ça peut être un peu difficile pour vous de ces deux. Adjectif possessif. Par exemple, je dis mon père, non commun. Mon père a acheté une voiture neuve. D'accord? Mon père a acheté une voiture neuve. Basez-vous maintenant sur cette articulation pour me faire d'autres phrases, mais avec le modèle suivant. Donc, donnez ça aux enfants du C2. Ils me diront que, mais monsieur Ligny-Dior, mais c'est comme ça, vous l'avez demandé, vous serez servi. Maintenant, pour amplifier les phrases, vous allez écrire en respectant le modèle là suivant. La phrase doit être correcte et avoir un sens. Il ne s'agit pas de mettre article, d'accord? Tu mets le, animal, Moussa Diouf, vent, Doudou Fall, beau ou belle. Non. Cette phrase-là n'a pas de sens. Donc la phrase que vous allez construire devra être une phrase qui a un sens. Maintenant, nous allons vous donner 2 exemples de phrases à amplifier. Je mets le mouton dans l'enclos. L'enclos, c'est là où l'on met les moutons. Pour amplifier une phrase pareille, qu'est-ce que je peux avoir ici? Comment peut être le mouton? Le mouton peut être gros. Le mouton peut être grand. Le mouton peut être beau. Le beau mouton rouge. Bon, moi, je n'en ai pas encore vu. Hein? Bon, on va mettre le beau mouton blanc ou noir. D'accord. Le beau mouton noir. Et vous mettez votre verbe. Et dans l'enclos. Comme vous pouvez mettre aussi le beau mouton noir de papa est dans l'enclos. Amplifier des
phrases. Des phrases ou des phrases? Des phrases. Aujourd'hui, c'est moi l'inspecteur. Oui, c'est tellement confortable d'observer et de faire le feedback. Tu vas dire que c'est parce que je n'ai pas encore pris mon petit déjeuner. Sûrement. Mais loin de là. Mais je ne voulais pas le dire, mais on sait ce que vous avez fait avant d'enregistrer. Donc, On peut avoir ici la règle. D'accord? Et sur la table. Et essayez d'amplifier la phrase. Vous pouvez avoir la belle règle jaune ou bien la règle plate. D'accord? De la maîtresse ou du maître est sur la table. Je n'ai pas mis de point ici parce que vous pouvez aussi amplifier. Donc chez vous, essayez de travailler sur des choses comme ça, à amplifier des phrases. Les parents aussi qui ont eu la chance, parce que c'est une chance, d'aller à l'école, peuvent aussi aider. Et si tel n'est pas le cas, vous-même, en tant qu'élève, vous pouvez choisir des noms communs. Je ne vais pas vous dire ce que c'est qu'un nom commun. D'accord? Vous pouvez choisir des noms propres et essayer de les accompagner pour amplifier des phrases. C'est une façon d'enrichir la phrase. Voilà. Et je vous demanderai de m'enrichir ou d'amplifier 10 phrases et envoyer ça. Et celle ou celui qui aura réussi à faire cela et envoyer sur le numéro WhatsApp, il y a des livres qui sont là et qui vous seront donnés gratuitement et avec le cœur. Et n'oubliez pas les gestes barrières. Avant de manger comme un sec. Avant de manger comme Dame Diaw de Thiès, voilà ce qu'il faut faire. Et chez vous aussi, mettez à l'entrée de la maison 2 seaux, l'un contenant de l'eau et de l'eau de javel, et dans l'autre, un savon ordinaire et de l'eau. Ça ne coûte pas cher et ça sauve des vies. Merci. Merci beaucoup, inspecteur Damsek. Donc, si je récapitule bien, inspecteur, ils ont 2 exercices, je pense, pour la semaine, Voilà. ou bien pour le début de la semaine. Pour le début de la semaine. Un problème ou bien une résolution. Oui. Dénoncer, c'est bien ça. C'est ça, c'est bien ça. Et des phrases à amplifier, c'est bien ou ça. à enrichir. Ou à enrichir. D'accord, inspecteur. En tout cas, je pense que vous avez bien noté. Et ce programme concerne et pour les classes de CM2 et pour les classes de CM1 qui peuvent participer. Oui, mais aujourd'hui, focus Sur le C2. sur le C2. Les classes de CE2. Voilà. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. J'espère, cher petit, que vous avez pris bonne note. Je pense que vous avez le numéro WhatsApp. Vous avez aussi la possibilité, avec le soutien de papa, maman, d'envoyer. Et en retour, vous aurez des livres de la part de l'inspecteur Seck. Il y a des lots de livres qui sont là à la télévision Futur Média qui n'attendent que vous, chers élèves, des livres qui pourront vous accompagner pour cette période de confinement. Et nous quittons les classes de CE2 pour aller dans les classes de 3e, docteur Massamba. Mais oui, je pense qu'on est en C2, on voit comme on le disait quand on était enfant, on voit la queue du collège et voilà, c'est bien, on va aller dans le secondaire. Cette fois-ci, certainement, en première, une innovation. On n'a jamais eu de cours en première et vamos a ver si los alumnos. Ah, bravo. Muchas gracias, doctor Massamba. Vamos a hablar de la obligación personal. De la obligación personnelle. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup, docteur Massamba. En tout cas, aujourd'hui, nous recevons professeur Bamba Gueye. Il est professeur d'espagnol et il va nous présenter un cours d'espagnol. Et naturellement, en attendant de l'accueillir, non, pensez à tous ces Sénégalais qui sont en Espagne et qui vivent peut-être difficilement le confinement. Sachez que nous sommes de tout cœur avec vous. Courage, courage et à tous les Sénégalais du monde. Il va le dire en espagnol, lui, puisque déjà il est le coordonnateur de la cellule intégrée des académies de Guédiawaye et Pikine. Et on lui laisse le temps de dire ce message-là en espagnol à tous les Sénégalais qui sont en Espagne. Merci beaucoup, monsieur Gueye, professeur d'espagnol. À vous la parole. Merci. Hola, buenos días o buenas tardes según el tiempo que hace. Y como acaba de decirlo el señor
Massamba Gueye, el profesor eminente Massamba Gueye, no podemos empezar las actividades sin tener un pensamiento hacia nuestros compatriotas que viven en la diáspora, como se dice. Yo me refiero a países como Francia, como Italia, igualmente como España. Y como lo sabemos, con la pandemia que está causando muchos daños a la gente, nosotros les decimos que estamos juntos y les deseamos que salgan de estos problemas y que puedan igualmente contactar de nuevo a sus familias. Esto es un deseo que formulamos para nuestros compatriotas que viven en Francia, en Italia, en España, igualmente en Estados Unidos, para no equivocarme, que viven en todo el mundo. Entonces, bien. Alors, donc comme Astumben l'a dit tout à l'heure, nous allons faire une prestation en espagnol niveau première. Mais avant de commencer, donc, situation oblige, mes chers. Corona oblige. Oui, donc, En tout cas, le virus un ne peu de dit gel sa sur loi. les mains ne ferait pas de mal. Du tout. Au contraire. C'est des gestes qui sauvent, des Je vois M. gestes Seck déjà, barrières. dès qu'on fait comme Tout ça, à lui, fait. je le vois qui fait bouger les... Il pense déjà, lui, au repas, c'est pas normal. absolument. Fas yéene raxasu. Ah, mais oui, les séquelles, non, les Bien. séquelles, c'est des catastrophes sociales, les séquelles. Je prends acte. Merci. Merci beaucoup. Hoy vamos a ver una aplicación gramatical que va a interesar a los alumnos de primaire, igualmente a los alumnos de segundo y de terminal, porque es un aspecto del programa que generalmente se ve en todas estas clases, todos estos niveles. Entonces hoy vamos a hablar de una estructura gramatical que llamamos la obligación personal. Entonces, para expresar la obligación personal, hay muchas formas que se pueden emplear. ¿Quién puede darme una forma de presentación de la obligación personal? Ah, Musa, ¿qué me propones? Sí, vamos. Ah, muy bien. Para expresar la obligación personal, podemos emplear la forma tener que, más un verbo conjugado en infinitivo. Muy bien. ¿Quién puede proponerme otra forma posible? Ajá, Aida, ¿qué me dices? Ah, ¿estáis de acuerdo? Muy bien. Tenemos la forma deber más infinitivo también. ¿Qué otra forma podemos emplear para expresar la obligación personal? Sí, detrás, en el fondo, ¿qué me dices? Me estás mirando. Dime rápidamente, ¿qué me propones? Ah, perfecto. Podemos emplear la expresión haber de más un verbo conjugado en infinitivo, si queremos. Entonces, aquí, como lo podemos notar, tenemos tres expresiones que podemos emplear para expresar lo que llamamos la obligación personal. Pero lo que hay que comprender igualmente es que hay otras formas posibles que nos permiten igualmente expresar la obligación personal. Presentación de formas. Ahora, ¿quién puede darme otros giros posibles que nos permiten expresar la obligación personal? Ah, Maktar, ¿qué me dices? Bueno, hay que reflexionar un poquito. ¿Sí? Dime, te estoy escuchando. Muy bien.
Perfecto, ¿estáis de acuerdo? Así. Entonces, como otros giros, podemos emplear el verbo ser más, por ejemplo, necesario. Podemos decir ser necesario que. Podemos decir también, ¿quién puede darme otra forma posible? Muy bien. Ser preciso. Es una C. Ser preciso que. Bien, otra forma posible. Vamos a completar la lista. ¿Sí? Usman, dime. Perfecto. Entonces podemos emplear igualmente la expresión ser menester. Ser menester que. Y lo que hay que notar es que estas formas se emplean con un subjuntivo. ¿Son las únicas formas que tenemos? Yo quiero saber, ¿sí? Hay una forma que falta, la cual, dime, ¿sí? Ajá, Sadibu. Muy bien, podemos emplear hacer falta que. Hacer falta que. También que se empleará con un subjuntivo, más subjuntivo. Hacer falta que, más el verbo conjugado en subjuntivo. Entonces, como presentación, aquí tenemos las formas posibles, las formas más usuales, más practicadas para expresar lo que llamamos la obligación personal. Pero no hay que confundir las formas. Aquí, en las tres primeras formas, notamos que empleamos un infinitivo. Es decir, que son formas que tienen en común el empleo del infinitivo. Por una parte. Por otra parte, en la segunda parte, notamos que las formas ser necesario que, ser preciso que, ser menester que, o bien hacer falta que, son formas que se emplean con el subjuntivo. Lo que hay que notar es que hay una relación que existe entre el verbo en infinitivo y el verbo en subjuntivo. Y la competencia que el alumno debe tener es ahora cómo pasar de una forma a otra, porque es el tipo de ejercicio en general que proponemos a los alumnos. Entonces, ¿cómo pasar de la forma con infinitivo a la forma con subjuntivo? Esto es algo muy simple. Entonces, tener que más infinitivo, como lo sabemos, puede ser reemplazado en la misma frase por la expresión ser necesario que más un subjuntivo. Entonces, habrá que hacer de tal forma que el infinitivo que tenemos aquí se transforme en un subjuntivo. Puede ser un presente de subjuntivo, puede ser igualmente un imperfecto de subjuntivo. Yo voy a aprovechar la ocasión para recordar algo muy importante, la concordancia de tiempos. Concordancia de tiempos. Cuando empleamos las formas ser necesario que, ser preciso que, ser menester que, o bien hacer falta que, habrá que pensar en la concordancia de tiempos, razón por la cual este verbo ser, o bien el verbo hacer, será considerado como siendo el verbo de la oración principal. Y en la subordinada, el subjuntivo puede ser en presente o bien en imperfecto, depende de la concordancia de tiempos que debemos aplicar. Y siempre recordar que vamos a pasar de una forma a otra
siempre quedándonos en la misma frase. Eso es la competencia que, queridos alumnos, debéis comprender. Bien, aquí hemos terminado con la presentación de las formas de la obligación personal. Pero notar algo muy importante es que cuando empleamos la forma ser necesario, etcétera, o bien hacer falta, etcétera, debemos dejar el verbo en tercera persona del singular. Esto es una cosa fundamental que debemos recordar a los alumnos. Ser y hacer se quedan en la tercera persona del singular. Bien, esto se refería a la presentación del contenido de la obligación personal, primera parte. Ahora, en segunda parte, vamos a proponer unos ejercicios de aplicación. Bien. Pienso que, queridos alumnos, habéis comprendido las explicaciones ya de la primera parte. Entonces, para aplicar, vamos a pasar a un ejemplo primero. Bien. Ejemplo. Para frenar el coronavirus, porque ya es de actualidad, para frenar el coronavirus, los senegaleses aplican las reglas de prevención. Bien, tenemos una frase que vamos a transformar, porque como yo acabo de decirlo, la importancia de esta clase es permitir al alumno comprender cómo hacer una transformación, o bien cómo incluir la forma de la obligación personal en una frase, porque puede ser pretexto de ejercicio. Entonces, para frenar el coronavirus, los senegaleses aplican las reglas de prevención. Si debemos, por ejemplo, aplicar una forma de la obligación personal en esta frase, ¿qué vamos a decir? ¿Quién puede transformar esta frase expresando una forma de la obligación personal? Vamos, Aida, ¿qué me propones? ¿Puedes hacer algo? ¿Sí? Vamos a ver. Propuesta de Aida. Ajá. Aida nos dice, por ejemplo, para frenar el coronavirus, los senegaleses ¿sí? Tienen, muy bien, tienen que, los senegaleses tienen que aplicar las reglas de prevención. Para frenar el coronavirus, los senegaleses tienen que aplicar. Aquí hemos introducido una forma de expresión de la obligación personal en nuestra frase que nos sirve para ejemplo. Para frenar el coronavirus, los senegaleses tienen que aplicar las reglas de prevención. ¿Quién puede dar otra forma de transformación? ¿Sí? ¿Mokhtar? Muy bien. Para frenar el coronavirus, los senegaleses deben, perfecto, deben aplicar las reglas de prevención. Dos formas. ¿Quién puede darme la otra forma que nos falta aquí? ¿Sí? Ajá, Usman. Muy bien. ¿Qué propones? Perfecto. Para frenar el coronavirus, los senegaleses han de aplicar las reglas de prevención.
Aquí lo que debemos notar es que cuando hablamos de obligación personal, a través de esta frase vamos a notar que simplemente el hecho de aplicar las reglas de prevención es una obligación. Es la razón por la cual hablamos de obligación. Es una obligación para frenar el coronavirus. ¿Y por qué se dice que es una obligación personal? Es personal porque en la frase tenemos el sujeto, tenemos un sujeto real y el sujeto es los senegaleses. Son ellos que tienen la obligación de aplicar las reglas de prevención para frenar el coronavirus. Ahora vamos a aplicar los otros giros que implican el empleo de un subjuntivo. Entonces, vamos a transformar. ¿Quién puede transformar, por ejemplo, la frase para frenar el coronavirus? Los senegaleses tienen que aplicar las reglas de prevención. ¿Cómo podemos cambiar con un giro que implica el uso de un subjuntivo? ¿Quién puede hacerlo? Ajá, Ramatulay. Ah, muy bien. ¿Qué propones? Con un subjuntivo, lo preciso. Vamos. Ajá, perfecto. Podemos decir, es necesario, o bien, es preciso. Igualmente es menester que los senegaleses, cuidado con la conjugación de este verbo en infinitivo que pasará al subjuntivo presente o imperfecto del subjuntivo. Respetando la concordancia de tiempos, ¿qué vamos a decir finalmente? Dime. Perfecto, Musa. Es necesario que los senegaleses apliquen las reglas de prevención. En esta frase, por ejemplo, es necesario que los senegaleses apliquen las reglas. Hemos aplicado la concordancia de tiempos, que consiste en conjugar aquí el verbo de la subordinada en presente de subjuntivo. ¿Por qué? Porque desde el principio la obligación ha sido dada, como decirlo, en presente. Para frenar el coronavirus, los senegaleses tienen. Esto significa que la obligación está en presente. Entonces, pasando a la forma del subjuntivo, obligatoriamente debemos aplicar la regla de la concordancia de tiempos, poniendo el verbo que estaba aquí en infinitivo en presente de subjuntivo para respetar la concordancia. Si teníamos la frase en pasado, por ejemplo, para frenar el coronavirus, los senegaleses tenían, la obligación está en pasado, entonces con el giro del subjuntivo emplearemos el imperfecto de subjuntivo en la subordinada y diremos normalmente, entonces era aquí necesario que los senegaleses aplicaran, pero fue justamente una manera para mí recordar a los alumnos que en esta parte del subjuntivo debemos pensar en la aplicación de la concordancia de tiempos. Bien, ahora vamos a pasar a unos ejercicios de aplicación para finalizar esta sesión. Bien, como ejercicios, expresar la obligación personal con el subjuntivo.
Primera frase. Las autoridades tienen que insistir en la sensibilización. Entonces, habrá que cambiar la forma de la obligación personal que tenemos, cambiarla por el uso de un subjuntivo. Bien, segunda frase. La gente debe quedarse en casa. Queridos alumnos, con el famoso eslogan Toog leen seen kër. La gente debe quedarse en casa. Y para terminar, tercera frase. Los ciudadanos han de comprender la importancia de la prevención. Entonces, queridos alumnos, el ejercicio aparece así y vosotros debéis cambiar la forma de la obligación personal, yo insisto, utilizando un subjuntivo. Entonces, os queda a vosotros reflexionar perfectamente y dar la buena solución. Entonces, gracias. Muchas gracias, señor. Merci beaucoup. Docteur Massamba. Mais oui, bon, je pense que la méthodologie est bonne, est magnifique. D'abord retenir les règles, mais aussi veiller sur la transformation et la concordance des temps. Oui, c'est très important. Moi, il me replonge dans mes cours d'espagnol de la 4e à la terminale. J'en profite pour saluer mon camarade de table, Mathiambo. Donc, qui est, je pense, CPI, oui, l'espagnol. Voilà, le salut, on a appris l'espagnol ensemble au lycée et je pense que cette langue-là est hyper importante. Lorsqu'on voyage et qu'on va un peu partout dans le monde, on se rend compte que l'espagnol est une langue extrêmement importante. Et comme je le disais, on va saluer aussi tous les petits frères qui sont du côté de l'Espagne parce que 85% de ma famille est en Espagne. Je les salue tous et je leur demande de rester prudents et de respecter les règles. Muchísimas gracias, señor. El gusto es mío. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, merci beaucoup, monsieur Bamba Gueye. Mais il reviendra corriger quand même. Oui, pour la correction. Je pense que les élèves en ont besoin. Je pense aussi qu'ils ont pris bonne note et je pense qu'ils demandent d'exprimer l'obligation avec le subjonctif. Moi, je sais qu'aujourd'hui, Señora Diallo doit m'en vouloir. J'étais sa présidente de club d'espagnol, mais bon, j'ai tout oublié. Oui, et on en profite aussi pour saluer tous les professeurs d'espagnol, toutes les professeurs d'espagnol à la retraite qui veillent sur nous, qui nous appellent au téléphone, qui nous recommandent les bons enseignants. Madame Faye, Khadisane, bonjour. Notre salut para todos los otros profesores de castellano que han dado a este país lo mejor de lo que tienen. Muchísimas gracias. En tout cas, vous n'avez pas perdu votre espagnol, contrairement à moi. Là, vraiment, la jeune génération, là, ça ne va pas du tout. Comment Dr Massamba a fait pour retenir? Moi, j'ai tout oublié. Bon, sûrement le poids de la vie. En tout cas, merci beaucoup. Nous étions avec M. Gueye Bamba et nous passons de Bamba à Fallou. La transition est toute trouvée. Ah ben oui.
tous les deux des gays, mais le premier nous a parlé d'espagnol et Fallou va nous parler d'électrotechnique. Il va nous compliquer la vie. Non, du tout. Il va rendre le tout accessible. Et on lui souhaite joyeux anniversaire parce qu'il il vient d'avoir 30 ans. Ah, magnifique. Ouais, voilà, ce sont des jeunes professeurs et voilà, la relève est assurée. Et comme on a l'habitude de dire aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Merci beaucoup. Merci en tout cas, joyeux anniversaire, longue vie. Merci beaucoup. Voilà. Corona oblige. Le geste noble pour vous protéger et protéger vos camarades. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, professeur Monsieur Gueye. Fallou, il va nous parler d'électrotechnique. Je pense que la dernière fois, il était là avec une première présentation et aujourd'hui, il nous revient avec plaisir. Nous aussi, c'est un plaisir de vous recevoir, de partager avec vous. C'est bon, allez-y. Voilà. Le feu vert est donné. Nous allons continuer le cours que nous avons débuté la fois passée sur le transformateur. Tout juste faire un petit rappel. La fois passée, nous avons eu à voir certaines généralités sur le transformateur. Je vais voir un peu, est-ce que vous vous souvenez un peu de ce qui a été résumé la fois passée. Nous avons parlé de la constitution du transformateur monophasé. Quels sont les éléments qui constituent le transformateur CGLR? Oui, Souleymane. Oui, le transformateur est constitué, nous avons dit qu'il est constitué de deux enroulements, un enroulement primaire, un enroulement secondaire et d'un circuit magnétique. Voilà. En plus, nous avons vu aussi le principe de fonctionnement du transformateur où à laquelle le primaire, il fallait l'alimenter par une source qui permettait de créer le flux magnétique à travers le circuit magnétique. En plus, en dehors de ça, nous avons vu la loi de Faraday qui nous permettait d'obtenir les forces électromotrices au secondaire et au primaire. Nous avons parlé aussi de la formule de Bouchereau que notre cher docteur se souvient bien de la formule de 4,44. En dehors de ça, nous avons parlé du rapport de transformation que nous avons étalé jusqu'à aller vers une formule où vous avez M est égal à le nombre d'espires au niveau du secondaire sur le nombre d'espires au niveau du primaire. C'est dans cette continuité que nous allons progresser. Sur le transformateur, nous avons les différentes pertes. Et parmi ces pertes, nous allons voir qu'il ne s'agit que de deux pertes. Vous avez les pertes fer, qu'on rencontre sur le circuit magnétique, et les pertes par effet Joule, qu'on appelle aussi les pertes cuivre, qui sont occasionnées par les résistances des enroulements primaires et secondaires. Ceci nous permet d'aller vers le modèle équivalent du transformateur. Et dans ce modèle équivalent, vous avez la résistance de l'enroulement primaire, l'inductance de l'enroulement primaire. Vous avez aussi le modèle équivalent du circuit magnétique où vous retrouvez la résistance RF, l'inductance RF. Au niveau du secondaire, vous avez l'inductance L2 et la résistance R2. Effectivement, les forces électromotrices E1 et E2. Maintenant, il faudra comprendre que nous avons modélisé le transformateur réel. Mais par contre, il y a le transformateur parfait qui existe aussi. Lorsqu'on dit que le transformateur est parfait, ça veut dire que nous avons négligé les différentes pertes qu'on vient de citer. Mais nous allons mettre plus l'accent sur le transformateur réel où nous avons les deux pertes. Comment on détermine ces deux pertes? Nous allons passer de deux essais. L'essai à vide qui nous permet de déterminer les pertes fer et l'essai en court-circuit qui nous permet de déterminer les pertes cuivre. Tout d'abord, l'essai à vide. Donc, quand vous regardez sur le schéma de montage, il est nécessaire de le maîtriser. Sur ce schéma de montage, vous avez des appareils de mesure. Là, vous avez le transformateur. Là, vous avez un voltmètre. Là, vous avez un wattmètre et un ampèremètre. Le voltmètre qui permet de mesurer quoi? Oui ou mi? Oui, le voltmètre permet de mesurer la tension au primaire. Une tension qui sera variable, mais qu'on va régler selon les paramètres du transformateur. Il ne faudrait pas oublier que sur la plaque du transformateur, vous avez des renseignements. Donc, nous allons le régler à U1 nominal. Le wattmètre qui est là, qui nous permet de mesurer la puissance absorbée au niveau du primaire du transformateur. Sur le wattmètre, vous allez retrouver 4 bornes. 2 bornes pour le circuit voltmètre, vous avez là. Ensuite, 2 autres bornes que vous retrouvez sur le circuit ampère-ampèremètre. Donc, il faudra comprendre que le wattmètre, en réalité, vous avez 4 bornes à l'intérieur. Ensuite, vous avez en plus l'ampèremètre qui permet de mesurer le courant au niveau du primaire.
Au secondaire, un autre élément important, nous parlons de l'étude à vide. Parce que tout simplement, nous n'avons pas branché une charge au niveau du secondaire de ce transformateur. Donc, ce que nous allons mesurer plus précisément, c'est la tension à vide au niveau du secondaire que nous allons noter U de 0. C'est pourquoi vous avez un voltmètre qui permet de mesurer cette tension. Les éléments essentiels qu'il faudra retenir, nous l'avons dit tout à l'heure, cet essai permet de déterminer les pertes. Nous avons cité deux pertes. Les pertes par effet Joule et les pertes fer. Donc, quand vous regardez, au niveau de la formule, ici, nous avons la puissance mesurée par cette wattmètre qui est notée P1V, à savoir puissance absorbée au niveau du primaire lors de l'essai à vide. Les indices V, c'est juste pour matérialiser l'essai à vide. Ça, je pouvais avoir à la place de V0, qui est égal à la somme des deux pertes fer. Donc là, vous avez les pertes par effet Joule au niveau du primaire, plus les pertes par effet Joule au niveau du secondaire. Vous allez me poser la question, où se trouvent les pertes par effet Joule au niveau du secondaire? Au niveau du secondaire, nous n'avons pas monté de charge. Ça veut dire que le courant qui circule au niveau du secondaire, elle est égale à 0. C'est pourquoi nous disons que I de 0 est égal à 0. S'il n'y a pas de courant, il n'y aura pas de perte par effet Joule au niveau du secondaire. Ça va nous rester uniquement des pertes par effet Joule au niveau du primaire. Maintenant, ces pertes par effet Joule au niveau du primaire, vous vous souvenez bien des pertes par effet Joule provoquées par le courant et la résistance. C'est pourquoi vous avez R1 fois I1V au carré. Il faudra les évaluer, mais la plupart des cas, le courant I1V est faible, comparé par rapport aux paramètres que nous avons pour I1 nominal. C'est pourquoi on vous dit que, pour la suite, vous avez ce courant qui est faible. Donc ça veut dire que si j'ai P1V est égal à PJV plus PF, si P1V est faible, ça veut dire que forcément, la puissance absorbée que nous avons mesurée par ce wattmètre correspond aux pertes fer. Voilà ce qu'il faudra retenir, chers élèves. Donc cette puissance qui est mesurée au niveau de notre wattmètre correspond aux pertes fer. Les pertes par effet Joule, lors de cet essai, elles sont négligeables. On va aller en profondeur, juste pour voir un peu. Parmi ces puissances, vous avez la puissance active. C'est une puissance monophasée, chers élèves. La formule de la puissance monophasée, oui, Suleiman, oui, UI, cosinus phi. Voilà, c'est ce que vous avez ici. La tension au niveau du primaire, fois le courant, fois le facteur puissance à vide qu'on appelle cos phi en vide. Mais il faudra comprendre qu'aussi, cette même puissance est proportionnelle au carré de la tension au primaire sur la résistance du circuit magnétique qui est noté RF. Donc ça veut dire que tout simplement aussi, si nous avons mesuré cette puissance, chers élèves, nous pouvons déterminer RF. Donc là, je vais vous essayer de voir comment vous allez sortir la formule. Ensuite, la puissance réactive, effectivement, Q10 qui est égal à U1 nominal, du moins I10, sinus I10. Là aussi, il faudra comprendre que c'est proportionnel au niveau du carré de la tension au primaire sur la réactance du circuit magnétique, un autre élément, XF. Ensuite, la relation qui lie la puissance réactive à la puissance active, c'est quoi? Q10 est égal à P10 fois tangente phi10. C'est important, chers élèves. Un autre élément qu'on va vous demander aussi de déterminer, c'est d'évaluer le rapport de transformation lors de cet essai, qui est égal à la haute tension mesurée à vide au niveau du secondaire sur la tension au niveau du primaire, si vous vous souvenez un peu. Ensuite, la puissance apparente à vide que vous avez, qui est égale à S10, est égal à U1 nominal sur I1 nominal. Donc, si on récapitule lors de cet essai, ce qu'il faudra retenir, c'est que l'essai à vide permet de déterminer les pertes fer. Mais il faudra comprendre que nous avons deux pertes, mais les pertes par effet Joule sont négligeables lors de cet essai. Mais on peut les évaluer. Et ces pertes par effet Joule, ça n'existe qu'au niveau du primaire, on l'appelle PJ1V et c'est égal à R1 fois I1V au carré. Pourquoi on les néglige? C'est parce que ce courant I1V est négligeable. C'est pourquoi on néglige ces pertes. Nous allons passer maintenant de l'essai en court-circuit. Vous devez vous souvenir, j'ai parlé de deux pertes. Perte fer, perte par effet Joule. Nous avons déterminé les pertes fer. Comment il faudra déterminer les pertes par effet Joule qu'on appelle les pertes cuves? Là, nous allons passer à l'essai en court-circuit. Court-circuit, là, vous voyez, à la place de notre premier schéma de montage qu'on a vu sur l'essai à vide, au secondaire, on avait un voltmètre. Par contre, ici, lors de l'essai en court-circuit, vous avez un ampère-mètre. Un autre élément important,
nous avons changé la disposition du wattmètre. Les deux bornes qui étaient là, à l'entrée, je l'ai mis derrière. Et l'ampèremètre, vous l'avez aussi devant. C'est juste pour vous dire que, quelle que soit la position des appareils, le schéma peut être changé. Mais l'essentiel, c'est de respecter le circuit voltmètre et le circuit ampèremètre qui se trouve sur votre voltmètre. Voilà. Nous allons poursuivre. Donc, dans cet essai, vous devez vous souvenir que nous déterminons les pertes par effet Joule. Là aussi, effectivement, nous aurons deux pertes. Les pertes par effet Joule, c'est pourquoi on dit que cette puissance que vous mesurez, c'est au primaire, donc P1. Ensuite, on y ajoute CC pour dire que c'est un court-circuit. C'est égal aux pertes par effet Joule en court-circuit, plus les pertes fer en court-circuit. Maintenant, en réalité, les pertes fer en court-circuit, elles sont négligeables cette fois-ci. Là-bas, lors de l'essai à vide, c'était les pertes par effet Joule qui étaient négligeables. Par contre, ici, c'est les pertes fer qui sont négligeables. Donc, ce qui fait que les pertes par effet Joule, lorsqu'elles sont négligeables, ça va nous rester finalement que P1cc égale à PJcc. Ça veut dire que la puissance mesurée lors de cet essai correspond aux pertes par effet Joule qu'on appelle les pertes cuves. Pourquoi maintenant les pertes fer sont négligeables lors de cet essai? Nous avons vu tout à l'heure que les pertes fer sont proportionnelles au carré de la tension. Ici, elles sont proportionnelles au carré de la tension au niveau du primaire. Parce que dans cet essai, on contrôle le courant I2cc. Il ne doit pas dépasser I2 nominal. Comment on détermine I2 nominal? Vous allez vous souvenir des paramètres que vous avez relevés sur votre transformateur. Donc, laissez en court-circuit un élément important. Chers élèves, faites attention, en TP, vous risquez de détruire le transformateur. Comment? Il ne faut pas dépasser I2cc. Donc, je ne dois pas dépasser I2cc égale à I2 nominal. Ça veut dire qu'on ne doit pas atteindre une valeur supérieure à I2 nominal. Ça, c'est des précautions qu'il faut prendre. Donc, ça veut dire que je peux faire l'essai sans ne pas atteindre I2 nominal pour plus de précautions. Ensuite, d'autres éléments. Cette puissance que nous avons mesurée au niveau du primaire correspond aux pertes par effet Joule, mais il y a d'autres paramètres qui sont évalués. Donc, quand vous regardez bien, vous avez la puissance qui est absorbée au niveau du primaire, correspond aux pertes par effet Joule, mais en plus, c'est une puissance monophasée. Ça va donner la tension mesurée au niveau du primaire, U1cc, fois le courant I1cc, fois cos phi 1cc. U1cc est différent de U1 nominal, parce que je dois contrôler le courant I2cc. Donc, souvent, la plupart des cas, vous n'allez même pas atteindre 10% de U1 nominal. Ça veut dire que quand vous êtes lors de l'essai en court-circuit et que vous appliquez U1 nominal au niveau de votre primaire, vous allez détruire le transformateur. Vous le faites à l'examen, vous avez un 3, c'est là. Donc, attention. Voilà. Donc, ensuite, maintenant, P1cc, c'est égal à... Si nous travaillons avec les paramètres ramenés au primaire, vous avez RP fois I1cc au carré. Si nous travaillons avec les paramètres ramenés au secondaire, vous avez RS fois I2cc au carré. Ce qui reste maintenant, il faudra évaluer aussi l'impédance ramenée au niveau du secondaire. Vous l'avez ici. ZS est égal à I2cc sur I2cc. Si je remplace maintenant I2cc par M fois I1cc, je vais obtenir M I1cc sur I2cc. Pourquoi M fois I1cc? Vous le voyez ici. Lors de l'essai en court-circuit, la puissance apparente, que ce soit au primaire et au secondaire, elles sont égales. Donc vous avez I1cc, I1cc est égal à I2cc fois I2cc, ce qui veut dire que le rapport de transformation, lors de l'essai en court-circuit, je peux utiliser le rapport des courants. Voilà, pour aller plus vite encore, nous allons terminer avec l'étude en charge. Nous avons vu deux essais. L'essai à vide, qui permet de calculer les pertes fer, l'essai en court-circuit qui permet d'évaluer les pertes par effet Joule. Maintenant, lors de l'essai en charge, effectivement, son nom l'indique, essai en charge, ça veut dire que nous avons une charge qu'il faut alimenter. Et quand vous vous souvenez un peu, nous avons donné l'exemple de la lampe qu'il fallait alimenter en 12 volts. Donc, l'objectif à la fin, c'est juste pour alimenter une charge. Maintenant, si j'alimente une charge, la tension va varier. J'aurai une chute de tension. C'est pourquoi, lors de l'essai en charge, vous avez la chute de tension absolue qui est déterminée, qu'on appelle delta U2, qui est la différence entre la tension à vide U2,0 au niveau du secondaire, moins la tension U2 que j'ai au niveau de la charge. Donc ça veut dire que cette tension-là, elle se détermine lors de l'essai à vide, mais elle se détermine aussi avec les paramètres ramenés au secondaire, à savoir ZS fois I2. Donc, en plus de ça,
Ça, c'est la formule exacte de cette suite de tension. Vous pouvez obtenir ce qu'on appelle la formule approchée, que vous connaissez plus et qui est exploitée au niveau des ouvrages, que vous utilisez aussi dans la plupart des exercices. Qui est quoi? Delta U2 égale RS I2 cos I2 plus XS I2 sinus I2. Vous avez aussi la suite de tension relative, qui est le rapport entre la suite de tension absolue sur U2. Vous pouvez développer la formule. Un autre élément important, c'est le bilan des puissances et le rendement du transformateur. Donc, sur le bilan des puissances, vous avez puissance P1 au niveau du primaire. Ensuite, il faudra y enlever les deux pertes que nous avons citées tout à l'heure. Les pertes par effet joule et les pertes fer, pour obtenir au niveau de notre secondaire la puissance P2. Cela permet d'évaluer le rendement. Pour terminer. Donc, si j'évalue le rendement par la méthode directe, ça veut dire que j'ai la puissance P2 au niveau du secondaire sur la puissance P1 au niveau du primaire. Ça veut dire que tout simplement que le rendement n'a pas d'unité et varie entre 0 à 100%. C'est important, à savoir 0 à 1. Ensuite, vous pouvez déterminer le rendement par la méthode indirecte. Ça veut dire que la méthode à laquelle vous avez déterminé déjà les deux pertes, l'une des pertes lors de l'essai à vide et l'une des pertes lors de l'essai en court-circuit. En ce moment, vous aurez quoi? Le rendement est égal à quoi? La puissance que vous avez au niveau de votre secondaire sur la puissance que vous avez aussi au niveau de votre secondaire plus la somme des pertes. Donc je prends la puissance que j'ai au niveau du secondaire et j'y ajoute les deux pertes. C'est ça qui va me donner la puissance P1 au niveau du primaire. Mais à ne pas oublier, c'est que P2 est égal à U2 fois I2 fois cos phi 2. Et à la fin, vous avez le rendement maximal. Quand est-ce que le rendement est maximal? C'est lorsque vous avez les deux pertes qui sont égales. Et si les deux pertes sont égales, chers élèves, vous devez évaluer la nouvelle valeur du courant au niveau du secondaire et vous allez obtenir I2 est égal à racine carrée de P10 sur RS. Et vous allez réévaluer la formule du rendement maximal qui est égal à P2 sur P2 plus 2P10. Lorsque le rendement est maximal, c'est PC égale PF. Nous n'avons pas dit PF égale PC. Il faut faire attention. Je peux dire A est égal à B. Peut-être ça paraît absurde pour les profs de mathématiques. Et B n'est pas égal à A. Si je parle en langage de programmation, je peux dire que une variable est égale à une constante, mais je ne peux pas dire qu'une constante est égale à une variable. Ça veut dire que vous devez remplacer P1 0. À la fin, vous allez retrouver un exercice d'application qui va résumer tout ce qu'on a dit ici sur la page Facebook de la salle des profs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Gueye. Merci. Je pense que les explications sont bien claires. Juste une question. Comment se déroulent les épreuves en électrotechnique? C'est seulement de la théorie ou bien il faut et de la théorie et de la pratique? Voilà. En fait, il y a une partie théorique et une partie pratique. Les élèves sont évalués en théorie et en pratique. Par exemple, en électrotechnique, il y a une pratique qui est liée à ces cours-là, qu'on appelle machine électrique. Tous ces montages qu'on a dessinés, l'élève va le faire en pratique. Voilà, en réalité. Et on va lui demander de dessiner ces montages-là. En tout cas, voilà. Merci beaucoup en tout cas. Je pense que c'est très très clair, docteur Massamba. On a eu une part belle pour les classes de CM2, une part belle en espagnol et pour finir en beauté, un peu d'électrotechnique et ça fait plaisir. Mais oui, ce sont les deux ministères que nous avons. Merci Serigne Fallou, merci Gueye. Donc, ce sont les deux ministères que nous avons. C'est-à-dire que le ministère en charge de la formation professionnelle et technique, et nous avons aussi le ministère de l'Éducation nationale. Ce pays marche sur deux pieds assez équilibrés, où nous avons la possibilité de les faire côtoyer. Parce que quand vous allez à Limamoulaye, nous avons dans cette salle des profs-là des professeurs d'espagnol qui croisent dans la cour, d'autres professeurs voilà, qui sont spécialistes des matières techniques, comme nous avions un professeur d'économie qui est aussi dans qui est dans ce qu'on appelle le commerce. Donc nous avons cette chance-là de pouvoir mobiliser tous ces enseignants. Moi, je redis merci à tout le monde. Je dis aux collègues
qui ont appelé et dont nous avons le numéro, que notre organisateur pédagogique, le censeur de la salle des profs, M. Abdelkader Mbaye, est en train de faire la planification de l'ensemble des cours en collaboration avec la direction de la formation et de la communication, avec l'aide de M. Mohamed Diagne, mais aussi sous la supervision de l'IGF, de Mme Lena Sen, mais sous l'autorité aussi du ministre. Nous ne faisons rien en dehors des programmes officiels, rien en dehors des conventions. Nous sommes au service de l'éducation nationale et de la formation de ces enfants, mais pour rien au monde, nous ne resterons chez nous, laissant ces enfants-là dans le désarroi. Covid n'a pas cette puissance-là. Merci beaucoup, Dr Massamba. En tout cas, soyez-en rassurés, chers apprenants. Nous serons là pour vous et aussi merci à tous ces enseignants qui ont bien voulu faire le déplacement, qui ont bien voulu partager leur savoir, leurs compétences au service du peuple. Les enfants en ont besoin, surtout en cette période extrêmement difficile. En tout cas, merci aussi à vous, chers apprenants, qui prenez le soin de vous réveiller tôt le matin et de prendre le petit déjeuner et de vous mettre devant votre petit écran. Ça fait plaisir. En tout cas, très bon courage à tous encore. Merci à l'inspecteur Damsek. Merci à M. Gueye Fallou, professeur d'espagnol. Merci aussi à monsieur. Merci beaucoup. Merci à l'inspecteur Damsek qui est là, qui nous accompagne depuis le début aujourd'hui, qui a bien voulu épargner une grosse part du gâteau aux élèves de CE2. En tout cas, vous serez servis, rassurez-vous. Et aussi, merci à M. Gueye Bamba, professeur d'espagnol, et aussi nos remerciements à M. Gueye Fallou, professeur d'électrotechnique. À tous, merci pour votre générosité et aussi vous dire très bon courage et n'oubliez pas votre livre de la semaine, un livre de français pour vous aider à peut-être faire moins de fautes ou tout simplement à ne pas en faire. Merci à l'équipe technique et aussi l'équipe de production et comme j'ai l'habitude de dire, Inch'Allah, ensemble nous y arriverons. Très bon courage à tous. Merci.